Pourquoi il a craqué sur cet endroit? D'abord, ils en avaient un peu marre de la Côte d'Azur parce que c'était un peu sec. Et donc ils ont dit région parisienne. Puis finalement, ici, ils ont craqué parce que l'orangerie, parce que c'était un jardin à la française, c'est un ancien potager, avec des arbres fruitiers en espalier, etc. Et puis, en fait, ils ont craqué sur l'orangerie, mais ils avaient l'intention de construire une maison achetée en Belgique préfabriquée, qui s'appelait la Louisiane, style américain, parce qu'on avait une petite tendance à aimer ça. Et puis ils se sont rendus compte que finalement, ça qui était dans la propriété, il fallait bien l'entretenir, donc ils se sont dit, bon, on va aménager l'orangerie. Ah, c'était une vraie orangerie, c'est-à-dire il n'y avait rien à l'intérieur, c'était vide, c'était de la terre battue, et les fenêtres étaient dans l'autre sens, c'est-à-dire que les petites fenêtres étaient en haut. Et pour construire à l'intérieur, il a décidé de retourner les fenêtres, ce qui n'est pas normalement dans une orangerie, c'est dans l'autre sens. Enfin, ça ne se voit pas. Et pour pouvoir faire un étage dans l'orangerie qui était déjà très haute à l'intérieur. Ici, il y avait des serres chauffées superbes, avec un sous-sol. Enfin, tout ça, c'était vraiment le jardin potager d'un château qui se trouve un tout petit peu plus loin là-bas. Pour aménager l'orangerie, on a creusé à l'intérieur pour descendre le niveau. Ça explique qu'il y a un talus. Et ce talus, il en a fait un jardin, il a cassé le jardin à la française, ce qu'il a regretté, et puis pas que lui d'ailleurs. Et donc ça fait un terrain vallonné qui au départ était tout plat, avec les gravats de l'intérieur. Enfin, ça a été quand même une aventure dans la mesure où, pendant qu'on construisait la maison avec une équipe d'ouvriers, on avait installé une caravane dans le jardin. Dès qu'il y a eu une pièce finie, on est rentré dedans. Enfin, on a fait vraiment un chantier un peu anormal, quoi. Quand il est venu s'installer ici, Ouais. avec vous, il avait à peu près quel âge? 40-45 ans. Mmh. J'ai toujours eu du mal à situer l'âge de mon père, parce qu'il était plutôt gamin. Enfin, gamin. Il ne marquait pas son âge par une attitude très sérieuse. Voilà. Déjà, il a voulu s'amuser à faire une sorte de bas-relief qui n'existait pas dans la maison, une espèce de bouquet de fleurs dans un pot. Ici, il y avait un petit bassin dans lequel il y avait de l'eau, une petite fontaine. Il y a mis des rosiers, finalement. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Tous les arbres qui sont plantés là n'existaient pas, sauf le cyprès qu'il a ramené de la Côte d'Azur et qui avait 20 cm quand il est arrivé. Donc, quand on parle du temps... Il s'était fait un petit château en fait. Je ne vais pas dire qu'il a toujours eu des goûts de château, mais toutes les maisons qu'on louait, c'était des grandes maisons. Puis il aimait bien le style classique comme ça. Alors ça, c'est spécial. Alors, c'est une piscine qu'il a voulu faire lui-même. Et il a fait un dessin, puis il a fait une structure en bois, puis il a fait ça comme une sculpture. Par contre, il y a un petit détail aussi qui est amusant. De l'escalier là-bas, il y avait un espèce de balcon jusqu'ici, où il y avait moins de hauteur pour que ma mère puisse marcher parce qu'elle n'aimait pas beaucoup nager. Donc c'était une petite attention personnelle dans la sculpture.
Il y a eu pas mal de tableaux faits d'ici et d'un peu plus haut, parce qu'on a fait le recensement dernièrement et visiblement il y en a beaucoup à l'Orangerie, enfin ici. Parce qu'en fait le jardin, c'était un peu un jardin bizarre, parce qu'il avait comme idée d'aller chez Villemorin acheter toutes sortes de paquets de semences, de les mélanger et puis de les jeter comme ça, et puis ça poussait de partout. Ça faisait un peu sauvage, quoi. Voilà. Ici, c'était la salle à manger. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette pièce-ci? Si avant, il y avait de la toile du Jouy, un peu. Alors là, on arrive dans la, bon, disons la pièce principale, là où il y a le plafond, le fameux plafond. Qu'est-ce qu'il lui a pris de peindre ce plafond dans son salon? D'abord, il a fait beaucoup de fresques dans sa vie, des vraies, c'est-à-dire dans la méthode de fresque où on peint au fur et à mesure que ça sèche. Et puis les plafonds décorés, ça a toujours été un truc qu'il aimait bien. Le thème, les anges, c'est très classique, mais le traité ne l'est pas. Et d'ailleurs, il y a quelques diables, dont un juste là. Il y a beaucoup de soleil. Il y a des anges, des fleurs, il y a des soupières avec des louches. Disons que c'est un petit peu, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu l'envie de faire des choses gaies. C'était pas un monsieur triste de toute façon. Enfin, il y a les anges, des musiciens, il y a un démon, il y a beaucoup de fleurs, il y a même un cornet à glace, une sucette, il y a un accordéon, un violoncelle. Moi, je pense que c'est un plaisir de faire des choses comme ça. Disons que ça ressemble à une improvisation si c'était un musicien. Et suivant l'humeur des 15 jours, là, parce que ça a pris du temps, c'était ça. On retrouve quand même une façon, le trait qu'on trouve dans certains tableaux et dans certains dessins. C'est-à-dire une sorte de trait tout libre, les contours pas précis, le rouge il entoure comme ça, mais Matisse a fait des choses comme ça, donc c'était quelqu'un qui l'admirait bien. Mais c'est un Matisse avec beaucoup de style bande dessinée. Hein. Pourquoi il n'a jamais fini ce plafond? Ah ça, pourquoi beaucoup de tableaux sont inachevés? En fait, il avait pris son plaisir, c'était chez lui, personne ne lui demandait de le finir. Je pense que c'est une sorte de liberté. Enfin, il n'en manque pas beaucoup en fait. Mais bon, c'est bizarre parce qu'en fait, il aimait bien le travail fini, bien fait, et en même temps, il a fait beaucoup de choses inachevées. C'est vrai qu'il y a des tableaux, moi je me dispute un peu de temps en temps avec des gens qui disent « mais il n'est pas fini ce tableau », je dis « oui, mais il l'a voulu comme ça, quoi ». Il faut dire aussi que quand mon père faisait des tableaux, il enlevait ses lunettes, et comme il était myope, il voyait un peu d'une façon impressionniste les choses. Alors c'est pour ça que c'est peut-être pas très précis au niveau du rouge, par exemple. Moi, je l'ai toujours vu enlever ses lunettes, et je lui ai demandé pourquoi tu les enlèves, et il me dit « c'est plus beau sans les lunettes ». Non, c'est vrai. Mais quand il dessinait, il avait ses Ah non, non, quand il dessinait des bandes dessinées, alors là, c'était le contraire. Oui, il avait ses lunettes, et je pense qu'elle lui servait surtout à ça. Non, c'était d'une plus grande précision, mais un tableau, c'est quoi? C'est des taches de couleur, des formes, de la lumière, quoi. Alors il y avait l'immense canapé qui était ici, comme ça, il prenait d'ici jusque pratiquement de l'autre côté, rose. Un autre canapé qui était ici, mais que c'était alors celui-là c'est un canapé carrément classique, qui est dans certains tableaux aussi. Il y avait la table rose peinte vive, avec ses pieds
dans le style anglais, qui se trouvait là. On va par là. Alors là, on arrive donc sur le balcon de la grande pièce et la chambre de mes parents, enfin de mes parents, a été un moment ici. Il avait construit. Au départ, on n'avait pas cette cloison. C'est-à-dire que c'était une grande espace vide. Puis ils ont voulu faire une chambre ici, ils l'ont fait là. Et puis cette chambre, elle est bizarre parce qu'il y a une sorte de cage de perroquet sur le balcon. Et ça, c'est un dessin de mon père que ma mère a réalisé après parce qu'elle avait peur quand mon père est mort, qu'on vient de l'ennuyer. Alors elle avait mis des grillages. Voilà. Les meilleurs dessins, au fond, c'est quoi, d'après vous? Les plus réussis, c'est à cause de quoi? C'est difficile à C'est un dire. coup de chance, un coup de peau. Vous croyez? Oui, oui, en grande partie. Mais enfin, souvent les dessins qui sont pensés avant, question de savoir on va le mettre là, bon, c'est difficile à dire ça. Oui. Mais moi, j'avais l'impression que c'était ceux qui étaient les plus vite faits. Oui, ça c'est aussi vrai. C'est souvent, ils sont très vite faits. Ils n'ont aucun repentir. Vous descendez tout le dessin. C'est-à-dire que quand, par exemple, ça vient, vous faites un truc qui ne va pas, tout le reste du dessin déraille. Ça, c'est souvent vrai. Au crayon, en tout cas, moi, je gomme, je reprends tout le truc. Oui, je travaille aussi d'après des photos. D'après les photos. Oui, je vais vous montrer là. Par exemple, je fais une tête de cheval. Oui, si vous faites une tête de cheval, vous ne voulez pas la faire de mémoire. Il vous faut une photo. Si, je peux la faire de mémoire, mais autrement, vous perdez le côté photographique, l'inattendu. Le côté instantané de oui, l'attitude. c'est ça, oui, oui. Puis vous risquez de tomber dans toujours les mêmes attitudes, les mêmes têtes. Il faut d'ailleurs changer de document parce que facilement, on retrouve les poses précédentes. Mais vous ne pourriez pas faire une attitude de cheval sans modèle. Ah, si, le trois quarts des choses sont comme ça, du moins la mise en route de l'image. Alors pour faire vrai, il faut que les reflets aient l'air d'être exacts. Les reflets, le cheval qui transpire des reflets, c'est pas simple à faire. Puis alors la pose est souvent, quand vous prenez un instantané photographique, vous avez toujours remarqué que parfois une patte à l'arrière est en raccourci. C'est tellement étonnant qu'on se demande comment vous ne pouvez pas inventer ça. Et les ballons, vous les faites en tout dernier lieu, ça? Non, moi je n'ai pas de méthode. Parce que parfois je commence par les ballons, puis je fais les bonshommes en bas. Mais suivant l'importance du ballon, parce que parfois le ballon est tellement important qu'il faut dessiner après le ballon, en dessous. Mais
la position du ballon, moi je réussis pas toujours bien, mais il faut qu'il soit à un endroit. Puis même la forme du ballon doit être belle, élégante, ou bien elle est trop élégante. C'est un art qui est très difficile à travailler. Ainsi, les lettres aussi, il faut qu'elles soient lisibles, mais aussi élégantes, qu'elles tiennent avec le dessin. Tout ça, c'est une longue habitude. Ben là, on rentre dans ce qui était ma chambre et qui était en fait le premier atelier de mon père. Il travaillait ici, puis quand on a construit l'autre, il est allé là, dans le jardin. Il y a une fenêtre qu'il a faite lui-même, qui est peut-être plus jolie de l'extérieur, parce que là, elle est un petit peu abîmée. Et il y a une autre fresque. Ouais, mais ça, c'est le fameux truc que j'avais fait, moi, suite au plafond. Vous vouliez faire comme votre père. Ouais, mais j'ai toujours été un petit peu, comment je veux dire, moi j'ai toujours été très influencé par lui. Il y a beaucoup de souvenirs dans cette maison, hein. Oui, puisque je trouve bien, moi, c'est la vue, forêt de Sénart, direct, pouf. Dans la bande dessinée, il a changé tellement de style, de personnage. C'est tout juste, il ne changeait pas de signature de temps en temps. Alors, les bandes dessinées, il a toujours fait ça parce qu'il avait de l'enthousiasme pour... puis surtout parce qu'il était toujours entouré de personnes qui travaillaient avec lui, à qui il a appris des choses. Je ne veux pas dire des élèves, mais je dirais plutôt des disciples, surtout au début. Et à ce moment-là, il y avait Franquin et Maurice et Willy à la maison. C'était une bande de joyeuderies qui se marraient en faisant leur boulot. Ici, il y a beaucoup de monde qui ont défilé, soit pour travailler avec lui, soit pour lui rendre visite. Oui, au niveau de l'atelier de dessin, il y a eu surtout Jean Giraud, Moebius maintenant, qui a été longtemps dans l'atelier avec mon père. Il travaillait sur Jerry Spring. Il y a eu Jean-Claude Mézières qui venait de temps en temps puisque Jean était là. À part ça, les gens qui passaient, il y en avait énormément. Mominou qui habitait, enfin Mominou il s'appelle Dimitri maintenant je crois, en signature, qui habitait du côté de Meaux, il venait pratiquement toutes les semaines. En plus, ici Champs-Rosés, c'était une étape pour beaucoup de gens, des dessinateurs belges qui partaient en Espagne, ils s'arrêtaient ici, ils restaient une journée ou deux. Je prends Willy par exemple, qui allait souvent en vacances en Espagne, il passait chaque fois ici. Sirius, qui habitait en Espagne, quand il remontait en Belgique, il passait ici. Enfin, je veux dire, ça défilait tout le temps. L'atelier de mon père était ici. Enfin, c'est son atelier, là, oui. Ouais. Bah, à l'origine, c'est le voisin, il a une serre. Oui. Il y avait la même ici. Mais de toute façon, quand vous serez installé ici, si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur... parce que moi, je l'ai construite, pas la maison, je vous dirais. Vous êtes le nouveau propriétaire de l'orangerie ? Oui, c'est cela, oui. Pourquoi vous avez acheté cette maison ? D'abord parce que je suis Draveillois depuis un certain nombre d'années et que cette maison, j'ai toujours vue pour me promener régulièrement en forêt. En plus, la situation près de la forêt de Sénart et tout fait qu'on a acquis cette maison. Est-ce que vous savez qui habitait ici ? Bien sûr, oui, bien sûr. Joseph Zillin a été connu pour aller un peu bercer ma jeunesse avec Jonathan Spirou et tout ça, bien sûr. Il y a une superbe fresque dans le salon. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Est-ce que vous allez la recouvrir ou vous allez la laisser comme ça ? Ah non, surtout pas. Cette superbe fresque, je suis content. On va essayer on va essayer même de restaurer un petit peu parce que il y a une partie qui a déjà été repeinte, apparemment. Et en fait, vous savez, la cloison, oui. la peinture ne va pas de l'autre côté.
La peinture va pas de l'autre côté? Non, le plafond est blanc de l'autre côté. Oui, mais en dessous, il y a de la peinture. Il y en a un, oui. Il y en a un. Ouais, mais donc on va essayer de cette fresque-là, et puis ça, c'est toute chose. C'est moi qui l'ai fait. Ça, on va conserver le caractère un peu artiste. Pour dire une chose qui vous intéressera sûrement, c'est que cette fresque, il y a un musée qui est en train de se construire en Belgique. Ils vont la reconstituer. Et ils ont même, il y avait une grappe de raisin. Oui, exact. Oui. Et on l'a déjà enlevé pour l'emmener au musée. Ils sont en train de le faire. Donc, si jamais vous en aurez deux, une à Bruxelles et une ici. Non, mais il n'est pas question de recouvrir ce plafond. Non, pas du tout. Monsieur Lavergne, très heureux. Au revoir. Benoît, cette maison, donc elle va être vendue. C'est une des dernières fois que vous... elle est vendue pratiquement. C'est une des dernières fois que vous venez. Ça vous fait quel effet alors moi, personnellement, j'y suis quand même un peu attaché. C'est là où j'ai habité le plus longtemps, finalement. Les autres enfants, ils y sont tous un peu attachés, mais il faut dire que c'était un poids financièrement d'entretenir une maison vide. Est-ce qu'on peut presque dire que cette maison, elle fait partie de son œuvre? Oui, c'est évident. Je veux dire, la cheminée, le plafond, même la circulation dans la maison. Parce qu'en fait, à l'intérieur d'un bâtiment classique, il a fait un truc un peu fou, quoi, quand même. Je veux dire, les fresques au plafond, qui ne sont pas des fresques classiques du tout, mais plutôt humoristiques, c'est quand même un grand contraste. Et puis, quoi d'autre? C'est vrai qu'à l'intérieur, il a toujours rajouté des petits détails qui étaient... ce qu'on retrouve dans tous ces tableaux, quoi. Des luminaires en fer forgé peint, enfin des trucs à la limite, je dirais plus rococo qu'autre chose. Et c'était un mélange qu'il aimait bien, quoi. C'est vraiment, enfin pour nous les enfants et pour beaucoup de gens, c'est vraiment la chose qui lui ressemble le plus, quoi, en dehors des dessins et de la peinture. Depuis plusieurs années, je me suis intéressé à acheter sur le marché des dessins et des planches originales de Joseph Gillain. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai accumulé une collection de plusieurs centaines de planches jusqu'il y a 2 ans où quelqu'un m'a dit que j'avais de quoi en faire un musée. Et ça a été vraiment un déclic pour moi en me disant Gigé est injustement méconnu. Quand on en parle aux esthètes, aux gens qui le connaissent bien, tout le monde me dit que Gigé c'est un grand maître. Mais quand il s'agit du grand public, pas assez connu. On connaît plus ses élèves. C'est vrai que Blueberry est archi connu. Le Gaston et le Marsupilami de Franquin sont très connus, Lucky Luke également. Or, tous ces dessinateurs doivent énormément de choses à Joseph Gillain, qui leur a appris toutes les ficelles du métier d'une manière bénévole. C'était un homme généreux qui a toujours laissé sa porte ouverte à tous les dessinateurs et il n'a jamais cherché une certaine gloire ou notoriété. C'était un homme simple. Il était là pour tout le monde. Il a remplacé Jean Giraud sur Blueberry dans 2 albums, ce que des gens ne connaissent pas. Il a remplacé Victor Rubinon sur des planches de Barbe Rouge. Il a aidé tout le monde et c'est quelque chose que je trouve formidable pour lui. Donc en fait, l'idée des hommages, j'ai demandé à une bonne centaine de dessinateurs de reproduire à leur manière une couverture d'un des albums de Joseph Gillain. Tout le monde a répondu présent en disant pour eux c'est un honneur
de faire un dessin pour un musée, grand auteur. Qui plus est, bon, pour tous ces auteurs, c'est un peu une émulation d'être confrontés au dessin de leurs confrères. Donc, ils se sont tous surpassés. Et je suis franchement content du résultat. Ils ont fait du bon boulot. Je ne sais plus si j'ai été président ou secrétaire ou quelque chose d'une association des amis de Gigé qui a périclité à la suite d'un manque d'intérêt général. Bon, Monsieur Delporte, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu ce musée? Eh bien, je suis entré, il y avait énormément de monde, c'était extrêmement émouvant parce que les gens qui étaient là étaient des gens de ma jeunesse. Ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes, évidemment, mais c'était un plaisir de les revoir et de voir ce qui s'était devenu. Le musée lui-même est une œuvre indispensable parce qu'il y a trop peu de gens qui connaissent Joseph Gillin, Gigé. Et je suis très content que quelqu'un ait pris la peine de célébrer celui qui a été l'un des pères de la bande dessinée. Coupé! Là, vous avez l'impression que c'est un petit peu... Il fallait faire ce musée. Ah, il fallait faire ce musée, indubitablement. Parce qu'il n'y a pas de musée Franquin, il n'y a pas de musée Maurice. Il n'y a pas encore de musée Franquin, il n'y a pas encore de musée Maurice. Le musée Delporte. Mais le musée Delporte, je préfère crever. Ça y est, enfin un musée. Ouais, enfin un musée. Et une reconnaissance. Oui, je pense que ça fait longtemps que je l'attends, moi. Ça, c'est des très très vieux dessins. En 1928, il était à l'école. Il devait avoir 9 ans ou 8 ans. Là, il y a un bulletin de classe. Un billet d'art de Maretsu. Genre, tu vois ça, tu vois le genre d'école où il est allé. Ça, c'est moi. Qui est dans les bras? Malheureusement, c'est moi, oui. On reconnaît, hein? Ouais, un peu. Elle est super, cette photo. Ouais. C'est là aussi, moi, j'aime bien. Rare photo. Je faisais un peu un télo, je crois, à l'époque. Moins après, hein. La fresque. Et ça, c'est le monument dans lequel le doigt a servi à faire cette sculpture quand le monument a été détruit. Ça, c'est la vitrine à la limite, c'est celle où je suis plus ému. Pourquoi? Parce que c'est plein de choses que j'ai connues, donc je me souviens absolument plus quand il faisait ces choses-là. Les cahiers wallons de son père qui écrivait les textes. Qui était un poète? Ouais, en wallon. C'est marrant, comme... moi, j'aime bien ce parcours. Oh, il y a pas tout, hein, là. Alors, les préférés? Moi, je suis pour Jerry Spring. Ah ouais? Moi, oui, C'est franchement. le héros que vous préférez? Pour moi, oui. Jerry Spring. Et puis, Valardi un peu moins. Sauf ceux-là, j'aimais bien cette série-là. Les tout anciens, à l'époque, le dessin était intéressant et beau. Une belle collection. Ouais, c'est pas mal. François a beaucoup de choses anciennes en plus. Alors là, on passe des premiers Spirou. Après Robvel, en 1945, comme une mouche au plafond. Ça, c'est qui? Ça, c'est mon père et Philippe, mon frère. Ma mère, Dominique, ma sœur. Ouais. Et là, on est au Mexique, enfin au Mexique et aux États-Unis. Là, tu as Maurice Franquin, moi, ma sœur et mon frère. Là, tu as Franquin.
Et quel souvenir t'en gardes au Mexique? Oh, fantastique. Mais les États-Unis encore plus. L'école aux États-Unis, c'était fabuleux. Ça, c'était aux États-Unis, dans le Connecticut. C'est sa fameuse voiture. La Hudson. Là, c'est le Mexique, hein, tous ces deux-là. Baden-Powell. Ça, c'est les belles pages qu'on aime beaucoup. Elle n'est pas finie, je ne sais pas pourquoi. De toute façon, c'est rare de voir des trucs au crayon. Hein. Baden-Powell. La maison dans l'état où elle était quand on l'a construite, c'est l'histoire que je racontais, mais la voilà. Avec la vieille Chevrolet, la buse de poêle qui sort d'une fenêtre parce qu'il y avait une pièce qui chauffait. Elle a changé la maison. Hein. Ouais, Don Bosco, Monte Cristo, les Lavis. Foucault et Bernadette. C'est sa période un peu. Ouais, Cato. Ça, c'est une mise en couleur, regarde. Les mises en couleur derrière l'aquarelle. Alors là, tu rentres dans Tanguy, hein, forcément. Les planches sont beaucoup plus grandes. Ouais. Ça, c'est des photos dans l'atelier. Quand il dessinait cette case-là, tu vois, on la reconnaît. Et ici, tu as le mirage prêté par nos amis fabricants de mirages. Alors, qui a fait les fresques là? Ben, ça, c'est Laurent. Celle-là, c'est Laurent. Celle-là, c'est Dominique, ma sœur. Elle est venue des États-Unis pour le faire. C'est un beau bâtiment. Hein. Benoît, ça fait quoi de voir son père dans un musée? Ben, Ça fait drôle, ouais, très drôle. En plus, je vais te dire, tout ça je connais, et quand c'est rassemblé, ça fait un choc quand même. Pourquoi un choc? Ben, on s'imagine pas qu'il y a tant de choses, et puis en plus, tant de choses différentes en plus. C'est très disparate, et en même temps, à chaque fois, je les connais, quoi. Une sculpture, là, de Jean Dupuis, le fondateur de la maison. À leur patron, les ouvriers, les Jean Dupuis. Ici, c'est Blondin et Cirage. Ça, c'est bien fait. Hein. C'est un sculpteur qui s'appelle Pigeon, qui est parisien, et qui a fait ça d'après une case d'une bande dessinée. C'est difficile à faire, en fait, de styliser en sculpture des choses qui sont à plat. Très bien fait, je trouve. Blondin au Mexique. T'aimes bien toute cette période? Ça, j'aimais bien. D'autant que moi, j'y ai travaillé là-dessus. Je faisais un peu d'ancrage, je faisais les lettres de temps en temps, les couleurs, enfin bref. Ouais, mes préférés. Ah ouais. Pas nécessairement ces pages-là, mais ça c'est superbe quand même. Celle-là. Celle-là, je l'aime bien. J'aime bien quand il y a des atmosphères noires, des profondeurs comme ça. Ça, c'est Sarah Martel à Antibes, au Cap d'Antibes. C'est un tableau dans le tableau, hein, tu vois le tableau. Celui-là, il est connu aussi. Celui-là, c'est un de mes préférés aussi. En fait, c'est chez moi à Draveil. C'est la maison du bas. Avec la cage, avec les canaris. Il est beau ce tableau, il est beau. Moi, j'aime bien quand c'était comme ça. Ça, c'est en Espagne, Ravea. Bon, là, ils ont essayé de reconstituer parce qu'ils n'ont pas tout trouvé. Ça, c'est le grand canapé de Draveil qu'il a dessiné, fabriqué. La table rouge. Il y a son chevalet. Et la façon de mettre son encrier dans un petit papier ouvert, collé avec 4 punaises. Ça doit faire drôle de voir ça. Ouais. En plus, je suis très émotif.
On sent presque revivre ici. Ah, c'est vrai, hein, ça me fait un choc, moi. Je veux dire, franchement, hier, j'ai éclaté là-haut. Il fallait que ça existe, quoi, qu'il y avait un oubli un peu, et ils vendaient le porte-money. De toute façon, c'est de la faute de Joseph. Il a tellement fait que ce qui lui plaisait, quand ça lui plaisait, qu'il ne s'occupait pas de savoir si les gens le connaissaient ou ne le connaissaient pas, il s'en moquait. Mais je crois qu'il a fait un truc fantastique, François. Oui, au revoir. Ouf.